Alors moi, je suis bien contente que les intervenants avant ont confirmé le facteur de risque de la prématurité dans la TDC, parce que s'ils avaient dit le contraire, j'aurais été un peu embêtée. Donc je suis bien contente que ce ne soit pas le cas. Et puis je vais vous montrer quand même qu'on l'a aussi vu dans un groupe, en tout cas dans une étude. Donc déjà, on parle de quoi quand on parle de prématurité? C'est principalement un âge gestationnel, un enfant qui est né avant 37 semaines. Mais on va aussi se dire que y a différents types de prématurité. Les très grands prématurés qui sont nés avant 28 semaines, des prémas plus standards entre 33 et 37 semaines. On va aussi s'intéresser au poids de naissance. On va dire qu'il y a un extrême faible poids de naissance à moins d'1 kilo. Mais globalement, on veut tous dire que les enfants sont nés avant 37 semaines. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi on s'intéresse à ça? Pourquoi l'étude dont on vient de parler, dont a parlé Laure, on a exclu les prémas? Parce qu'en fait, c'est vrai que les progrès en néonatologie nous permettent d'avoir plus d'enfants prémas. C'est super, on est super contents. Il y a de plus en plus d'enfants qui survivent à la prématurité, même à la très grande prématurité. Il y a moins de mortalité. Mais finalement, après, ces enfants-là, il ne faut pas oublier qu'ils ont passé moins de temps dans le ventre. Donc, ils ont eu un développement cérébral beaucoup moins bon, en tout cas pas complet, pas fini. Et donc la littérature nous rappelle que le fait d'avoir passé moins de temps dans l'utérus a comme conséquence plus de risques de lésions. Même en absence de lésions, d'ailleurs, ils vont avoir plus de risques de troubles cognitifs. Vous allez me dire pourquoi? Parce que même si les lésions ne sont pas visibles à l'IRM un petit peu classique, clinique, on peut avoir des dysfonctionnements au niveau des microstructures. Et puis, la perception visio-spatiale est beaucoup plus déficitaire chez les enfants nés prématurés que chez les enfants qui sont nés à terme. Donc, effectivement, encore une fois, les progrès en néonatologie font qu'il y a beaucoup moins de paralysie cérébrale chez les prémas, mais n'empêche qu'ils sont toujours avec un développement moteur, cognitif et aussi visuel qui va être vulnérable. Ils ont, et encore heureux, je ne dis pas de bêtises, plus de risques d'avoir des troubles neurodéveloppementaux. Et puis, ce qui est un peu vicieux dans ces cas-là, c'est que c'est des enfants qui, jusqu'à 2-3 ans, va dire « Ok, développement normal, tout va bien ». Et puis, c'est après ces âges un peu où ils sortent un petit peu des radars de suivi, on va se dire « Ah il y a des troubles, il y a peut-être des choses qui ne vont pas ». Et en particulier, aujourd'hui, on est dans une journée pour parler des dyspraxiques. Finalement, la dyspraxie reste beaucoup plus prégnante chez les enfants nés prématurés. Comme l'a rappelé Dr Khoury, les études vont... En fait, la prévalence va varier en fonction des moyens qui vont être mis en jeu pour étudier. Est-ce qu'on va utiliser un 5e percentile, plutôt 25e, enfin, différents critères, l'âge de naissance, voilà. En gros, ils ne sont pas tous d'accord sur la prévalence de la prématurité chez les enfants prématurés. D'ailleurs, ça varie entre 9,5% et 51% pour dire à quel point on n'est pas d'accord. Mais là où tout le monde est d'accord, c'est qu'on a quand même une prévalence en utilisant exactement les mêmes caractéristiques. Chez les enfants qui sont nés à terme, on a entre 5 et 10 fois plus d'enfants prématurés qui vont développer une dyspraxie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un risque beaucoup plus élevé d'avoir une dyspraxie. Là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Et puis ce qui est encore plus intéressant, à mon sens, c'est que même des enfants qui en apparence, je vous disais, qui sortent un peu des radars, on considère qu'ils ont un développement plutôt normal, finalement même eux ont plus de risque d'avoir des dyspraxies. Par exemple, cette étude australienne a mis en évidence 42% d'enfants nés prématurés pour lesquels, j'aime bien les appeler, moi, des prémas circulés, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire qu'on va considérer que tout va bien. Et puis après, ils reviennent avec des troubles, et il y en a quand même 42% des prémas circulés, il n'y a rien à voir, par rapport à des enfants nés à terme, où on va avoir que 8% de dyspraxie. Et puis cette étude est intéressante parce qu'elle rejoint un petit peu ce qui a été dit avant, ce côté de prise en charge précoce, parce qu'en fait, ils ont fait passer aux enfants à 3 ans des tests de motricité fine,
qui étaient plutôt avec des scores fragiles, pas pathologiques mais fragiles. Et ces enfants qui avaient ces scores pathologiques se retrouvent avec des dyspraxies à 8 ans. Donc en fait, est-ce qu'on n'a pas finalement des tests prédictifs, mais aussi on a marge de manœuvre sur l'intervention précoce et éviter le surhandicap. Ça serait quand même, à mon sens, une priorité. Donc on s'est posé ces mêmes questions par rapport à l'aspect visio-spatial. Donc on s'est dit, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui se passe? Est-ce que finalement, on n'a pas, avec l'équipe de l'ESCA, on s'est dit, bon, les enfants qui viennent consulter avec des troubles, qui viennent consulter parce qu'ils sont préma, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose qui se passe d'un point de vue visio-spatial? On pourrait être un petit peu plus prédictif et anticiper les choses. Donc on a fait une étude rétrospective sur les patients qui sont venus consulter. Alors encore une fois, le terme préma, circulé, il n'y a rien à voir, qui viennent parce qu'ils ont des troubles scolaires alors qu'on leur avait dit que tout allait bien, et qui sont venus consulter pour des suspicions de troubles neurodéveloppementaux. On a gardé 70 dossiers et ces enfants avaient un diagnostic de trouble 10 ou pas. Et dans leur batterie d'examen, ils avaient aussi un test de la PVSE dont vient de parler Laure. Et on s'était posé des questions, un peu comme les autres études. Quelle est la prévalence de la TND? Ce serait bien de voir si nous, on a les mêmes prévalences un peu que la littérature, en tout cas à l'escale. Est-ce que les troubles de la perception visio-spatiale chez ces enfants sont un petit peu différents des autres enfants? Donc on s'est posé ce type de questions. Et les résultats, ils étaient quand même là, ça nous a pas spécialement interpellés, mais bon, quand même, on a 53% des enfants qui sont venus consulter qui avaient une dyspraxie, avec ou sans morbidité, sachant que le quart n'avait pas de comorbidité, en tout cas pas connue, mais il y avait bien la moitié des patients qui avaient une dyspraxie. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que la perception visio-spatiale chez ces enfants était vraiment très perturbée. Pour vous faciliter la lecture de ce test, quand on parle de inférieur OL, outlier, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans les 5% les plus faibles, ce qui équivaut à inférieur à -2 écart type pour les professionnels qui ont l'habitude d'utiliser ça. Et quand on parle d'inférieur à Q1, c'est qu'on est plutôt dans cette zone à risque. C'est le premier interquartile et puis c'est plutôt 25e percentile. Donc on voit que chez les enfants, un peu dans tout notre panel, tout notre groupe, le quart avait quand même un trouble de la perception visio-spatiale pathologique. On était sur des scores vraiment pathologiques, alors que la moitié de l'échantillon était plutôt faible. On a quand même quelque chose d'assez important. Et puis, ce qui aussi est important à voir, puisqu'on est sur une journée de dyspraxie, donc autant le mettre en avant, c'est que les enfants qui avaient des dyspraxies, avec ou sans comorbidité, avaient aussi des troubles de la perception visio-spatiale. Mais si vous voyez là les deux derniers histogrammes, quand on a des comorbidités, on a encore plus de troubles de la perception visio-spatiale. C'est quand même intéressant. Mais la particularité des prémas, finalement, c'est que même en l'absence de troubles neurodéveloppementaux, on a quand même un trouble de la perception visio-spatiale, puisque le quart des enfants qui avaient même pas de trouble 10, eux avaient un score pathologique au test PVSE. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont en fait, les enfants qui ont une dyspraxie ont un score de la perception visio-spatiale déficitaire, mais ils ont surtout un score au niveau des relations spatiales. Donc, Laure a décrit tout à l'heure les différents sous-scores, c'est-à-dire tout ce qui va être perception des angles, perception le jugement de milieu, les positions relatives. Lui va être effondré et pas forcément la perception de la longueur et de la taille. Et c'est aussi le cas quand il y a des comorbidités, alors que les enfants qui n'ont pas de troubles neurodéveloppementaux, eux, ont plutôt un trouble au niveau de la perception de la longueur et de la taille, et pas forcément au niveau des positions, des relations spatiales. Et pour revenir un peu à l'étude qui a été faite en 2021, d'en parler Laure, sur les TND, ces enfants, juste pour vous montrer les prévalences, 22% des dyspraxiques avaient un trouble de la perception visio-spatiale pathologique. Et d'ailleurs, ces enfants avaient en particulier un trouble au niveau de ce score pariétal ou score du landmark des relations spatiales. Et si je vous remontre mes prévalences chez les prémas,
on a exactement les mêmes prémas. On a pris le soin d'exclure les prémas du groupe TND. Finalement, on retombe sur les mêmes prévalences. 22% des enfants qui ont une dyspraxie ont un score déficitaire au niveau pathologique, même au niveau de la perception visio-spatiale, qu'il soit préma ou non. Quand il y a des comorbidités, quand vous voyez c'est le petit 43% qui est souligné, on a 47% qui ont un trouble de la perception visio-spatiale. Et puis, ce score, les enfants en fait qui sont un peu le dernier groupe qui n'avait pas de trouble 10, n'avaient pas particulièrement, en tout cas, n'avaient pas des résultats qui étaient statistiquement différents du reste de la population, alors que les enfants prématurés avaient une différence. Alors, on n'est pas les seuls à avoir dit ça. On est quand même bien content qu'on soit d'accord avec le reste de la littérature. Et ce profil visio-spatial qui n'est pas différent que l'enfant soit né prématuré ou pas, ça a été retrouvé aussi dans une équipe à Garches, qui avait retrouvé aussi un même profil visio-spatial avec des mêmes performances, mais par contre des troubles au niveau d'autres domaines, notamment attentionnels, attention visuelle, exécutif et sensorimoteur, où les enfants nés prématurés, les dyspraxiques avec une prématurité, eux, étaient moins performants sur ces aspects-là. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais mettre ma casquette de clinicienne, d'orthoptiste, et moi, je m'intéresse aux troubles visio-spatiaux, donc je ne vais pas vous donner des solutions pour les troubles moteurs, mais en tout cas, en ce qui concerne les troubles visio-spatiaux, je pense que ça vaut le coup d'utiliser le PVSE pour les adaptations scolaires. En tout cas, mes collègues ergo qui sont présents dans la salle, et j'espère que ça vous sera bien utile. Quand on va avoir un déficit du score global, il faut se dire que cet enfant a globalement un problème, un trouble de la perception visio-spatiale, donc il n'est pas forcément capable, lui, de mettre ses propres repères. Une feuille blanche, c'est l'horreur pour lui. Et une feuille blanche A3, c'est pire encore. Donc il faut quand même penser à la structuration de la feuille. Donc ça, je pense que vous savez tous faire, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment épurer le support au maximum et aussi penser à structurer les surfaces sur lesquelles il travaille. C'est très important. Donc là, je vous apprends pas grand-chose, je pense que vous le saviez tous. Par contre, quand on a des sous-scores déficitaires, ça peut être intéressant de creuser un peu plus. C'est-à-dire quand on a un sous-score de la perception des grandeurs qui va être déficitaire, il faut savoir que ça peut jouer ça peut en tout cas être un lien avec des troubles dans les apprentissages, notamment en maths, en lecture, mais si on n'a pas une représentation de la longueur correcte, qu'est-ce qui va se passer? On peut pas mettre en place une ligne mentale correcte. Et donc, ça peut avoir des répercussions dans l'entrée, dans les apprentissages des maths, par exemple. Et puis, dans ces cas-là, vaut mieux peut-être éviter de mettre des histogrammes comme je vous ai montré, et plutôt passer par la manipulation d'outils, ça peut être intéressant chez ces enfants-là. Et puis, attention à la géométrie, mais je pense que je vais laisser Thomas en dire plus de choses. Et donc, pour ces enfants-là, quand on va avoir un déficit je vous l'ai redit, le sous-score T1, c'est la perception des longueurs. Justement, il faudrait faire attention parce que c'est super de leur proposer des dictées à trous, mais il faut qu'ils soient capables de gérer cet espace qui n'est pas forcément intuitif. Ils n'ont pas cette perception de la longueur. Quand on va, des enfants en maternelle, leur demander de faire une copie de figure, qu'on soit pas surpris qu'il n'ait pas cette symétrie, parce qu'ils n'ont pas la perception de la longueur. En tout cas, elle est déficitaire. Au lycée, vous leur donnez des histogrammes, ils sont perdus. Par contre, un enfant qui va avoir un déficit de la taille, vous lui montrez une carte géographique et vous lui disiez quel est le plus grand département entre le Rhône, le département Rhône-Alpes et Île-de-France. Ne soyez pas surpris qu'il se trompe. Et si vous lui présentez des camemberts, pareil, il sera peut-être pas aussi performant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est juste du bon sens, c'est très fluide, vous voyez, c'est très clair. Il faudra éviter tout ce qui va être représentation de la taille quand on a des difficultés à apercevoir la taille et inversement, éviter les lignes et surtout la longueur quand c'est un problème de perception des longueurs. Quand on a un problème au niveau de la perception des relations spatiales, et là, on va
je vous avais dit que c'était la grande majorité, en tout cas c'était le trouble visuospatial le plus fréquent dans la dyspraxie. Et ben finalement, on fera attention, on va éviter de trop passer par la manipulation parce qu'on sait qu'il y a aussi des troubles sensorimoteurs, donc ça on le sait bien. Et puis il faudra faire attention, on a parlé tout à l'heure d'outils informatiques. Là pour le coup, quand il y a un trouble visuospatial et surtout dans les relations spatiales, il faut vraiment être sûr que l'enfant maîtrise le clavier sans le voir, parce que le passage d'un support à l'autre, c'est une corvée pour cet enfant et on le perd. Donc il faut vraiment faire attention, c'est un outil qui est génial, magnifique, mais quand on a un trouble de perception visuospatiale, il faut vraiment être vigilant par rapport à ces aspects-là. Encore une fois, quand on a un enfant qui va avoir un sous-score T3, c'est-à-dire la perception des angles qui est déficitaire, soyez pas surpris qu'il ait des troubles en géométrie. Prioriser le fait de mettre des repères, d'utiliser des chiffres, parce que ça sera beaucoup plus parlant pour lui que juste la représentation de l'angle. Et puis, pour des enfants, vous allez me dire, oui, mais enfin, je défoncerai presque des portes ouvertes avec l'écriture cursive. Oui, effectivement, les TDC, on évitera l'écriture cursive, mais des fois, on a des dyspraxies principalement visuospatiales. Et on se dit, bon, le geste moteur, il n'est pas très incriminé. Mais en fait, même dans ces cas-là, tout ce qui va être perception des obliques est compliqué. Donc, c'est pas la peine de se dire, le geste moteur est bon, on reste sur l'écriture. Je suis pas sûre que ça soit, en tout cas, l'écriture cursive n'est pas forcément la meilleure solution. Mais bon, ça, c'est pas mon domaine, je laisse les experts en parler. Quand on a un déficit de la perception, en tout cas dans le jugement des milieux, c'est un peu comme la longueur, donc il faut vraiment être vigilant. Mais par contre, là, dites-vous bien qu'un enfant qui n'est pas capable de percevoir un milieu va pas forcément pouvoir faire des fractions correctement. Donc là, ça peut rentrer en ligne de compte dans les mathématiques. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à tous ces points. Tout ce qui va être déficit de la perception des positions relatives, là encore, ça va être très compliqué pour l'enfant déjà de passer, je vous le disais tout à l'heure, de passer d'un support à l'autre, de passer d'une équation à un repère normé. Il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Et quand un enfant un sous-score T6 déficitaire, donc on a plutôt une relation spatiale avec des distracteurs visuels. On sait qu'il y a une prévalence, en tout cas, d'un trouble visuospatial. Vous faites surtout pas ce que je vous ai montré, qui était limpide avec les T1, T2, où c'est des slides qui sont illisibles. Il faut vraiment épurer le support au maximum. Et puis, un petit peu je dis le contraire de tout ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire on évite les lignes, on évite les couleurs, on évite tout ce qui peut distraire l'enfant, parce que là, pour le coup, il faut être vigilant. Donc, pour les enseignants, si on a quelques-uns ici, faites attention, l'adaptation des supports n'est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de mon passage ? Déjà, oui, je confirme, la prématurité est un facteur de risque. À mon petit niveau, je le confirme. Un trouble de la perception visuospatiale est très fréquent, que l'enfant soit dyspraxique préma ou dyspraxique développemental, on le confirme aussi à l'escale, Sybille. Et puis, surtout, il faut faire attention quand même aux autres domaines, parce que moi, je fanfaronne avec la perception visuospatiale parce que c'est mon dada, mais en fait, il y a les autres domaines qui sont super importants, et je pense que Marion parlera pas spécifiquement des prémas, mais en tout cas des dyspraxies. Et puis, voilà. Je pense que ça peut être intéressant pour les professionnels, et je parle d'un point de vue vraiment pro, d'utiliser le PVSE pour les adaptations d'outils. Ça peut apporter énormément. Et puis surtout, pitié, il n'y a pas de préma circulé, il n'y a rien à voir. Et je vous remercie pour votre attention.